l'école normale supérieure, l'école normale supérieure, l'école normale supérieure. L'école normale supérieure, fière de sa tradition et de sa profession. Soyez les bienvenus dans l'émission Sources du savoir et de la formation académique, scientifique et pédagogique. Une formation d'excellente qualité pour les éduqués et les éducateurs, constituant ainsi la fierté de tout le monde que vous suivez à la radio de la Gakura. L'école normale supérieure pour tous et tous à l'école normale supérieure. Auditeurs, auditrices de la radio de la Gakura, je vous donne la bienvenue dans cette émission. Camille nous avec Jeunesse Kibangano Kibango. Nous sommes à l'ENS où il y a un colloque régional qui consiste à la présentation des résultats de la recherche innovante organisée par cette institution. L'invité d'aujourd'hui, c'est qui? Qu'elle soit présente au micro de Melchior Nichayensi. Bonjour, je m'appelle Ndaïmile Marie Immaculée. J'enseigne l'anglais à l'école normale supérieure. Bien que vous enseignez l'anglais, vous avez présenté une étude qui s'intitule « La stratégie pour une intégration effective de la métalangue dans l'enseignement-apprentissage de l'anglais au Burundi ». C'est quoi au juste? Bon, vous avez raison de donner cette remarque. Bien que j'enseigne l'anglais, j'ai écrit un article en français parce que c'est un article que j'ai proposé. Une revue qui écrit en français, c'est la langue principale de rédaction. Alors, la stratégie d'intégration effective de la métalangue dans l'enseignement-apprentissage de l'anglais porte sur la découverte de l'importance de la métalangue dans la formation initiale des enseignants, des langues étrangères d'une manière générale, mais surtout essentiellement dans la transmission des connaissances. Pourquoi? Parce que la métalangue étant la pratique langagière par l'enseignant de la langue enseignée est un outil très très efficace dont il se sert pour véhiculer les messages relatifs à la matière qu'il est en train de transmettre. C'est donc un outil qu'il faut privilégier dans la formation initiale, dans le processus d'enseignement-apprentissage parce que ça constitue une source supplémentaire pour les apprenants à travers lequel ils puissent des éléments qui vont aider à développer leur expression, surtout orale, dans la langue enseignée. De mon avis, il est très important que les enseignants d'anglais, dans le cas qui me concerne, soient suffisamment conscientisés sur leurs responsabilités pour que, dans le processus d'enseignement-apprentissage, eh bien, ils utilisent et exploitent la métalangue à bon escient. Donc, c'est un outil de médiation des enseignements. C'est à travers la métalangue que l'enseignant transmet les savoir-faire et les connaissances sur la langue enseignée. Il est très, très important qu'il soigne son modèle de communication, qu'il choisisse préalablement les formes du langage et les formules linguistiques qu'il va utiliser pour que la terminologie qu'il va utiliser facilite la compréhension, facilite l'assimilation et serve comme une source supplémentaire d'apprentissage de la langue enseignée aux apprenants. Métalangue, le mot méta et langue, si je me trompe, méta signifie au-delà. Oui, vous avez raison, mais vous savez, dans la littérature, il y a diverses définitions de métalangue. Une définition très large, vague même, est celle qui dit que la métalangue est la langue qui parle d'une autre langue. Donc, la langue qui parle d'une autre langue, la langue étant la langue choisie par le locuteur, donc l'enseignant en exécution de son métier, et l'autre langue étant la langue qui est enseignée. Dans le cas qui nous concerne, l'autre langue, c'est l'anglais, et la langue qui parle, c'est l'ensemble des formes et formules linguistiques que l'enseignant aura choisi pour véhiculer les messages sur la leçon qu'il est en train de transmettre. Spécifiquement, pour le cas qui nous concerne, la métalangue, c'est la pratique langagière dans son mode oral, ici il faut bien le préciser, dans son mode oral de l'anglais par l'enseignant au moment de l'exécution des enseignements. Quelle est la motivation de rédiger cet article, de faire cette étude? En rédigeant cet article, j'ai voulu contribuer
contribué à une offre qui avait été lancée par la revue Mashamba, qui est la revue dans laquelle l'article en question a été publié. En deuxième lieu, comme ma spécialité s'inscrit dans la didactique, comme la revue Mashamba comporte un volet d'intérêt sur la didactique, eh bien, j'ai voulu faire une contribution dans ce domaine-là. Concernant l'intérêt de la métalangue comme tel, eh bien, en tant qu'enseignant d'anglais qui vient de passer beaucoup d'années dans l'exercice de ce métier, j'ai constaté que les programmes de formation initiale semblent privilégier chez les enseignants la maîtrise des contenus matières, la maîtrise des éléments linguistiques et semblent reléguer au second plan la maîtrise du volet communication dans la langue enseignée. Parce que, voyez-vous, connaître une langue et savoir comment l'enseigner, c'est deux choses différentes. Transmettre les éléments destinés à l'apprentissage ou les éléments destinés à la révision, c'est une chose, mais il faut, en plus de cela, savoir comment communiquer les messages qui vont éclairer les étudiants. Il faut savoir comment véhiculer les explications. Il faut savoir ce qu'il faut dire au moment de la reconnaissance des apports et contributions divers des apprenants. Il faut savoir comment saluer les élèves, il faut savoir comment les remercier, il faut savoir quel commentaire est approprié à un point ou un aspect de la leçon au moment de l'exécution de cette leçon. Et c'est exactement cela l'objectif de la métalangue. Un enseignant qui parle anglais, c'est une bonne chose, mais il faut savoir identifier, sélectionner la terminologie qui est appropriée à la transmission des éléments d'apprentissage spécifiques à un objectif donné d'une certaine leçon. Il faut surtout éviter l'improvisation, parce que l'improvisation, elle est source d'erreurs au moment de l'enseignement. Elle n'aide pas l'enseignant à organiser sa leçon de manière à satisfaire les étudiants, parce que les étudiants, les élèves sont là pour comprendre non seulement le contenu, mais aussi apprendre le langage qui accompagne le point ou l'aspect de la leçon. Est-ce que vous espérez que votre article déjà publié a un impact direct sur les étudiants de l'école normale supérieure qui sont de futurs enseignants des écoles fondamentales et post-fondamentales? Bien entendu que oui, parce que dans les cours que je donne à l'école normale supérieure, au niveau de master, il y a un chapitre que je voudrais introduire sur la métalangue. Cela dans l'objectif de préparer les stagiaires de la deuxième année de master à mieux réussir leur stage dans les écoles secondaires. Donc, c'est un chapitre qui me donnera l'occasion de mieux vulgariser, non seulement de sensibiliser les étudiants sur le concept et la notion de métalangue, mais aussi de parler de son importance et par-dessus le marché, vulgariser ce concept à travers les programmes de formation de l'ENES. Vous avez dit que dans votre spécialité, vous faites partie des enseignants de la didactique des langues. C'est ça. Mais il y a cette fois-ci, si on ose le dire, un problème de langue, que ce soit du côté des enseignants du fondamental et du post-fondamental, et aussi que ce soit du côté des apprenants. Où se situe le grand problème pour que nous puissions éclairer nos chers auditeurs? Bon, vous voyez, dans le cas de l'anglais, comme tout aussi d'ailleurs dans le cas du français, puisque ce sont toutes deux des langues étrangères, nous évoluons au Burundi dans un environnement que je considère, entre guillemets, défavorable à la pratique langagière de ces deux langues. Parce que vous voyez, la population burundaise est presque monolingue. Donc, que vous soyez au nord ou au sud, à l'est ou à l'est, que vous soyez en classe même, en dehors de la classe, eh bien, le fait est que quand on est en dehors de la classe, d'une classe qui se donne en anglais ou en français, eh bien, c'est le kirundi qui prédomine. C'est la langue de tout le monde. En ce qui concerne le français et l'anglais, ce sont des langues qui sont uniquement confinées au milieu scolaire, dans la salle de classe. En dehors de la classe, eh bien, tout le monde se met à parler le français. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, il faut considérer le temps imparti. Comment sont organisées les instructions, les activités pédagogiques autour de ces deux langues? Est-ce qu'il y a un temps suffisant qui est alloué à la pratique de l'expression
que ce soit l'expression écrite ou l'expression orale. Pour ce qui me concerne, l'expression orale, moi je pense qu'il faut revisiter la répartition du temps pédagogique qui est alloué à la pratique de l'expression. Et c'est peut-être même la raison pour laquelle moi j'ai songé à faire une analyse de la place qu'occupe la métalangue dans les programmes de formation des enseignants, parce que, étant donné que la rencontre entre guillemets des étudiants comme celle des enseignants avec ces langues étrangères est très limitée sur le territoire burundais, eu égard à ce que j'ai considéré comme un environnement défavorable, hostile donc à la pratique langagière. Il devient très important que l'enseignant qui est en même temps une ressource et une source supplémentaire d'apprentissage comprenne sa responsabilité dans ce que j'ai appelé soigner son modèle de communication. Il faut que ce modèle soit capable non seulement de bien transmettre, d'éclairer les apprenants sur les contenus matières, mais aussi soit une source d'un bon modèle d'expression, surtout orale, en ce qui me concerne. Il faut que l'enseignant aussi comprenne sa responsabilité dans la maximisation des opportunités d'expression par les apprenants dans la salle de classe. Vous êtes en train de faire des études sur différents aspects de la didactique des langues. Y aurait-il moyen de relever le niveau, disons, bas des enseignants afin qu'ils transmettent les savoirs qu'ils ont facilement? Moi, je pense que cela doit passer par la compréhension des enseignants, leur capacité dans la nécessité de s'autonomiser. Il faut qu'ils soient indépendants, qu'ils ne dépendent pas toujours des manuels qui sont élaborés ou des ateliers qui sont organisés. Cela est vrai, toutes ces activités ont des apports, des contributions positives pour le perfectionnement des enseignants, à moins que les enseignants comprennent la part de leur responsabilité dans leur autonomisation, une autonomisation qui se fait par la lecture, par des échanges formels et informels, par la recherche, par la participation dans des clubs qui font la promotion de ces deux langues, des bonnes techniques pour l'enseignement de ces deux langues. Moi, je pense que les enseignants ne pourront jamais arriver à un niveau où ils se sentent vraiment satisfaits de leur performance. Le temps réparti aux langues a diminué dans les enseignements fondamentaux et post-fondamentaux. Je ne dis pas que c'est la cause principale peut-être de la non-maîtrise des langues, mais quels sont vos conseils à l'endroit des concepteurs des programmes de l'enseignement? Bon, je vais vous surprendre. Le temps imparti à l'enseignement des langues a été beaucoup accru depuis la réforme de 2013. Vous voyez, par exemple, dans la section langue, jadis, section lettres modernes, l'enseignement du français et de l'anglais est passé de 6 heures semaine à 10 heures semaine. Donc, c'est vous dire qu'il y a 4 périodes de sessions supplémentaires qui ont été ajoutées à l'horaire hebdomadaire alloué à l'enseignement du français et de l'anglais. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qui devrait aller dans le sens de l'amélioration de la compétence communicative des apprenants et des enseignants, c'est l'adoption de l'approche communicative qui prône l'objectif de communication comme la piste essentielle qui devrait guider la démarche méthodologique de l'enseignant. Mais le problème, comme je l'ai signalé, se trouve peut-être au niveau de la compréhension des élèves eux-mêmes, de la valeur d'une implication active dans les exercices d'expression. Vous savez, en tant que Burundais, vous et moi, nous savons bien
combien on a peur de parler. On a peur, surtout quand on est en classe. On a peur de parler. Pourquoi? De s'exprimer oralement. Pourquoi? Parce qu'on a peur de commettre des erreurs. On a peur, l'enseignant va me réprimander, mes camarades de classe vont se moquer de moi. Et peut-être qu'on n'a pas encore développé suffisamment nos attitudes sur comment gérer ces situations dans nos classes. Et je pense que c'est un aspect sur lequel la formation initiale et les enseignants en particulier devraient travailler pour encourager les apprenants à prendre le risque pour s'exprimer parce que, comme on le dit, c'est un agent qu'on apprend à nager, c'est un communicant qu'on apprend à communiquer. Et donc, les élaborateurs de manuels scolaires et les conseillers pédagogiques, tout le monde qui a contact avec les enseignants lors des visites scolaires, sessions d'évaluation de la qualité de l'enseignement, je pense, devraient saisir l'importance d'accroître les exercices d'expression, l'importance de soigner l'expression autant que possible pendant l'enseignement-apprentissage. Je dirais qu'il y a contradiction selon les auditeurs de ce que vous dites. Le temps imparti aux langues a augmenté alors que le niveau de langue continue à diminuer. C'est justement parce que les enseignants, comme les apprenants, n'ont pas encore saisi l'importance que joue l'expression orale dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Nos visites de classe et l'analyse qu'on fait des manuels scolaires montrent bien que l'étude de la grammaire, du lexique, de la lecture, donc ça veut dire de l'exploitation des textes écrits, occupe plus de 80% du temps imparti aux leçons, peut-être parce que ce sont des leçons qui sont plus faciles à organiser. Il y a de la matière. Si vous me demandez d'enseigner la grammaire, eh bien, je vois exactement ce que je vais apprendre à mes étudiants. Si vous me demandez d'enseigner la lecture, donc l'exploitation des textes écrits, je vois exactement ce que je vais faire. J'aurai un texte que je vais partager avec mes élèves. Je vais leur demander de lire, d'expliquer le vocabulaire. Je vais leur poser des questions, ainsi de suite. Mais si vous me demandez d'organiser une leçon de conversation sur l'expression orale, là, ça devient plus difficile. Je ne vais peut-être pas voir exactement par où je vais commencer, par où je vais terminer, sur quoi va porter l'attention des élèves, qu'aurais-je à apprendre à mes élèves. Donc, c'est la difficulté pour l'enseignant et l'apprenant d'identifier exactement ce qu'il faut apprendre quand il s'agit de la compétence communicative. Je pense que les institutions de formation des formateurs et l'ENES en est une, devraient prendre cette question en main et dans l'organisation des stages, faire en sorte que la préparation de la fiche de la leçon intègre bien une partie, un volet sur l'expression orale et les critères d'évaluation d'une leçon réussie sur l'expression orale. N'est-ce pas là quelque part une responsabilité des élaborateurs de curricula? Bien entendu, la responsabilité elle est partagée parce que tout commence par l'élaboration des curricula. Comme ici nous sommes dans un système d'éducation qui est dit dans notre jargon centralisé, ça veut dire que c'est le ministère de l'Éducation qui pilote ce qui doit se faire dans les écoles. Eh bien, les enseignants, si vous voulez, ils vont se sentir quelque peu contraints à faire ce qui est demandé, ce qui est recommandé dans les programmes officiels, donc ça veut dire dans les fichiers du maître. Mais des fois, ce qui est recommandé n'est pas toujours dans la ligne de ce qu'il faut faire pour développer et promouvoir l'expression orale. Vous voyez, il y a toujours dans la pensée de l'enseignant cette référence. Au bout du compte, j'enseigne des enfants qui vont devoir faire un examen et compétir avec des enfants des autres écoles, dans les autres écoles. Et à la fin de l'année, peut-être à la fin du cycle, il va y avoir un examen d'État. Et vous voyez donc la tendance est de faire comme tout le monde, et faire comme tout le monde ici équivaut à faire au maximum ce qui est donné dans les curricula, qui privilégie, comme je l'ai dit, l'apprentissage des éléments lexicaux et grammaticaux de la langue enseignée.
En Kirundi, on dit umwera uvibukuruka kugira hose. Et si de l'autre côté, on regarde de la part des politiques nationales où quelquefois les apprenants sont dégoûtés parce qu'on leur dit que la langue, cette fois, ce n'est pas la une parce que ça n'a l'air en rien, surtout en ce qui concerne l'entrepreneuriat et j'en passe. Moi, je ne pense pas que ce soit à ces termes qu'on devrait parler de l'apprentissage d'une langue étrangère. Une langue, qu'elle soit étrangère, seconde ou autre, je pense qu'elle est toujours utile à quelque chose. Et dans la politique nationale du pays, nous savons déjà que l'anglais est une langue qui a été recommandée pour son apprentissage parce que on sait que c'est la langue de travail dans l'East African Community. Mais en dehors de l'East African Community, eh bien, le Burundais sait désormais que c'est un citoyen du monde qui a la chance de voyager, qui a la chance de poursuivre ses études à l'extérieur du Burundi, mais qui a aussi des ambitions, qui voudrait voyager à travers le monde et découvrir ce qui se passe ailleurs. Et donc, l'apprentissage de l'anglais comme du français, mais l'anglais, pour le cas qui nous concerne, est un besoin, je pense, désormais inhérent au désir de tout Burundais de s'épanouir en tant qu'être humain et sous tous les aspects et sous toutes les dimensions de la personne humaine que nous sommes. Merci. Fin de cette émission, mais avant, une histoire bête, excusez de la terminologie bête, que vous pouvez commenter. Dernièrement, nous étions, jeudi, les journalistes de la radio de la Cour du pays, nous avons rencontré des apprenants. Nous leur avons recommandé de lire et relire, d'apprendre les langues, surtout l'anglais, étant donné, comme vous le dites, que nous sommes dans la communauté de l'Afrique et de l'Est. Ils nous ont répondu une réponse étonnante. Même ceux qui n'ont pas été sur le banc de l'école, une fois qu'ils se déplacent, ne se perdent pas et ils communiquent très bien en anglais. Votre commentaire? Bon, je ne suis pas très sûre qu'ils communiquent comme il faut, n'ayant pas fait de recherche sur cette catégorie-là de la population. Mais je me dis bien que dans le contexte de notre pays, comme je l'ai dit, c'est un pays presque monolingue, où la pratique de l'anglais ne se voit pas, comme celle d'ailleurs du français. L'anglais que je parle, moi, je l'ai appris à l'école, je le parfais dans l'exercice de mon métier. J'essaie bien entendu de me perfectionner en écoutant la radio, à travers des éléments que je tire des réseaux sociaux. Même avec moi qui travaille en anglais quotidiennement, dans l'exercice, je veux dire, de mon métier, mais je trouve que j'ai une communication qui est limitée au niveau de l'expression orale. Alors, que quelqu'un qui n'est pas allé au banc de l'école, qui ne travaille pas avec l'anglais comme outil de communication ou de travail dans sa vie quotidienne, dise que de toutes les façons, on n'a pas besoin d'apprendre l'anglais à l'école ou de lire et relire. Donc, qu'il soit capable de bien communiquer en anglais, moi, je trouve cela un peu, excusez-moi, exagéré. Mais toutefois, je pense qu'il y a des gens qui ont la chance de voyager, de rester, de séjourner dans des pays anglophones, tels que l'Ouganda, tels que le Kenya, tels que les États-Unis, bien entendu, la Grande-Bretagne, où l'anglais est parlé. Ce sont ces gens-là que vous parlez. Il va sans dire qu'ils doivent évidemment communiquer aisément dans cette langue-là. Toutefois, je dois dire et ajouter que même pour un enseignant de la langue anglaise au Burundi, il reste toujours nécessaire de faire des efforts supplémentaires pour améliorer son modèle linguistique de l'expression orale. Et c'est mon constat. Et c'est la raison pour laquelle j'ai produit cet article, parce que je sais combien une amélioration de la métalangue, donc de la pratique langagière de l'anglais, aura des avantages dans l'enseignement-apprentissage de l'anglais, parce que, comme je l'ai dit, l'enseignant constitue une ressource dans l'apprentissage de l'anglais au Burundi. Les apprenants voient l'enseignant comme une source supplémentaire d'apprentissage de leur modèle linguistique. Chère auditrice de la radio de la Coura, point final à cette émission, vous avez entendu les conseils d'un sage, d'un enseignant de l'école normale supérieure qui vous conseille de faire des recherches supplémentaires afin que vous puissiez perfectionner votre langue. Il vous a conseillé qu'il n'est pas bon d'improviser, donc qu'il faut essayer de soigner votre manière de communication afin que le savoir que vous transmettez arrive à l'aise à vos apprenants
Et je pense que vous allez faire ces conseils les vôtres. C'est ici que prend fin cette émission où j'étais avec Marie-Immaculée Ndayimirije. Et j'aimerais terminer peut-être en invitant nos auditeurs à mettre en application l'adage qui dit, et c'est un adage en anglais qui dit « Practice makes perfect ». En français, c'est-à-dire que c'est en pratiquant qu'on améliore ce que l'on veut apprendre. C'est en faisant qu'on apprend. Et si on dit que c'est en forgeant qu'on devait forger. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné. Espérons que la fois prochaine, vous serez dispo pour que vous nous donniez assez d'éléments sur la didactique des langues et surtout sur votre article qui est la métalinguistique dans l'enseignement-apprentissage de l'anglais au Burundi. Oui, ce sera avec plaisir. Je vous remercie. Vous venez d'écouter l'émission École normale supérieure Kwibangano Kwibango, réalisée par l'École normale supérieure. N'hésitez pas encore une fois de suivre cette émission le même jour à la même heure et votre contribution nous comblera de joie.